5 KO, 4 soumissions et 4 décisions, les fans de Highlight ont été servis cette nuit. Plusieurs noms sortent du lot dans cette soirée qui se clôture sur l'exact main event auquel on pouvait s'attendre. On débriefe de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, je propose qu'on reste sur notre habituel. On commence par le main event et puis on parle du reste. Même si j'avoue, c'est pas le débrief qui m'excite le plus. Ce main event de Dolidze s'impose à la décision. Voilà, perso, j'arrive pas à apprécier ce genre de combat. Oui, il y a de l'action. Oui, c'est engagé. Mais il y a zéro gestion de l'espace. Il n'y a aucun changement de rythme. Il n'y a aucune construction. Il n'y a aucun ajustement. On a deux mecs très compétents, certes, durables, certes. Mais voilà, je sais que je suis dur. Enfin, je ne sais pas si je suis dur, peut-être. Je comprends ceux qui ont kiffé, parce qu'encore une fois, il y a de l'action, c'est engagé. Je ne sais pas ce que toi, t'en as pensé, mais enfin, moi, je trouve ça bof. Oh bah moi, j'étais déjà pas emballé par le combat à la base. C'était dur à regarder, quoi. Hein. Je me suis posé la question, ça me rassure, tu vois, parce que je me suis posé la question en me disant... Ouais, non, mais écoute, essaye de te rappeler que les gars sont en light heavyweight. Après, j'ai vu que c'était pas les light heavyweight, tu vois, et que c'était en middle. T'avais carrément oublié leur catégorie. Non, je rigole, c'est parce que sur le niveau, il faut parfois être assez indulgent en fonction des catégories, tu vois. Mais quand t'as eu ce qui a pu être délivré dans des catégories inférieures avec on va dire des no-name, entre guillemets, des gars qui sont même pas dans le top 50, dans les catégories qui sont bien remplies, le niveau qui est proposé, et quand tu vois des têtes d'affiche en middleweight, comme tu l'as dit, techniquement c'était pauvre, stratégiquement il y avait rien, les déplacements, ouais, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Ouais, moi je sais pas. Ouais, ça me rassure. Après voilà. Encore une fois, je comprends que, et je l'avais dit avant l'événement, tu enlèves tes casquettes de fan de stratégie, de technique et tout, tu peux apprécier le combat parce que tu vas regarder pour l'action. Ouais, mais il n'y a même pas eu de KO. Non, il y a eu une belle accélération dans le 3, il y a eu il y a quelques moments, il y a vraiment quelques moments où ça se met dessus, ça claque, ça résonne à l'apex. Mais voilà, chacun ses standards. Je pense qu'on est tous libres ça reste bien sûr. Ça reste subjectif, on est libre d'apprécier ou pas. Moi, c'est pas le style de combat que je préfère. J'entends que certains apprécient ce style-là. Moi, ce que j'aime bien quand je regarde un combat de MMA, c'est pouvoir apprendre des choses et tirer certaines choses de ce que je vois. Et là, c'est quoi, dans le quatrième round peut-être, il y a Vettori qui cherche vraiment à prendre le lead foot dominance. Donc, il met son pied avant sur l'extérieur du pied avant de Dolidze pour envoyer le classique direct en garde ouverte. Et Dolidze répond avec un spinning elbow. Dernière fois que j'avais vu ça, c'était Adesanya contre Gastelum, mais j'avais vraiment bien apprécié. Je trouve que c'est un superbe contre face à quelqu'un qui, en garde ouverte, veut toujours chercher le pied dominant. Donc ça, c'est très bien. Mais encore une fois, je ne l'ai pas appris. C'est juste un rappel que Adesanya avait déjà placé contre Gastelum. Donc voilà, en dehors de ça, dans le combat, j'ai pas les backfists de Dolidze. Ouais, vite fait. Voilà. Bah voilà, sur le débrief, hein, moi, Dolidze, moi, c'est un combattant qui a tendance un peu à me frustrer. Je trouve que il va pas dans ses forces. Hein? Il va pas dans ses forces. Il va pas dans ses forces, effectivement. Je sais même pas s'il a déjà été mis KO, je crois pas, non? Ah, il est durable au possible. Hein. Là, on est durable avait deux gros mentons. Mais parce qu'il prend tellement peu de risques et je trouve dommage. Je pense vraiment que ce gars-là, il lui manque quelque chose pour que ce soit vraiment bien. Dolidze, faut être honnête, il a fait le combat très très bien. Meilleure variété de jeu. Hein? Meilleure variété de jeu, il utilise beaucoup mieux ce kick. Non, c'est sûr. Et puis c'est clair que quand tu vois une performance qu'il a fait, bon bah c'est tu ne peux que penser. C'est le problème de ces catégories-là, c'est que tu as le top 3, tu vois, et le niveau est complètement dingue. Et en dessous, bon bah c'est compliqué, tu vois.
Ouais, là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'irais quand même facile jusqu'au top 6 dans cette division middleweight. Bien sûr. Non, c'est dans ce genre de catégorie, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. T'as vraiment le top et puis t'as un gap. 5, ouais, et puis t'as un gap de dingue. Et là, on est clairement sur les gatekeepers du top peut-être 8. Peut-être top 6, top 8. On est sur les 2 gatekeepers avec Roman Dolidze. Si t'es dans le top 6, tu vas le passer. Si t'es hors top 6, ça va être compliqué. Si t'es hors top 10, d'office, tu le passes pas. Et Vettori, c'est pareil, mais avec le 8, quoi. Donc, t'es dans le top 8, tu le passes. T'es entre 8 et 10, ça va être compliqué. T'es en dehors du top 11, 12, ben là, tu vas pas le passer, quoi. Ouais, c'est des gars qui se réinventent pas, c'est dommage, tu vois. Moi, j'espère un petit peu. Vettori, je trouve qu'il commençait plutôt bien au niveau du rythme, au niveau de ce qu'il proposait, mais ouais, comme tu l'as dit, il y a pas d'adaptation, il y a pas réellement d'évolution, quoi, dans le jeu, hein. C'est un peu dommage. Ouais. Ils avaient déjà échangé 15 minutes l'un contre l'autre en cage et t'as pas l'impression qu'ils soient venus avec quoi que ce soit. Et, alors, c'est peut-être la question qui va fâcher dans ce podcast, mais et c'est une question que je me pose plus à moi-même. Est-ce que j'ai pas surévalué les compétences stratégiques de Eric Nicksick? Parce que quand tu regardes les 3 combattants les plus connus de Nicksick à l'heure actuelle, si tu enlèves Ngannou, je sais même pas si, parce qu'en Ngannou, on sait pas trop la suite pour lui, mais c'est Chris Curtis, Sean Strickland et Dolidze. Pas voilà. Eric Nicksick, pour moi, il est pas connu pour ce qui est stratégie game plan, hein. Pour moi, c'est une belle personne qui est capable de parler aux combattants et qui est capable de les emmener un petit peu plus loin que ce qu'il serait capable de faire, tu vois. Mais plus sur l'aspect, j'ai envie de dire, mental. Leur permettre de croire en eux, leur permettre de croire en leurs compétences. Mais je pense pas du tout que ça soit un fin stratège. Ouais, mais c'est plus, je sais pas, dans les sorties de ses interviews, je le trouve très cérébral. Et il m'a l'air stratège, il m'a l'air d'être compétent dans l'approche game plan et tout ce qui s'ensuit. Mais effectivement, quand tu regardes un peu ses poulains les plus connus, en tout cas, t'as pas de style qui se réinvente. T'as pas d'approche qui semble stratégique, même dans des rematchs. Voilà, il vient de faire 2 rematchs avec ses combattants. Sean Strickland, on n'a rien vu. Dolidze, il gagne, certes, il avait perdu le premier combat, il gagne, donc il y a quelque chose qui a mieux fonctionné ici dans la revanche. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un gros changement. Limite, je déteste faire ça, mais j'ai plus l'impression que Vettori est venu avec moins d'armes que dans le premier combat. Moins de pression, moins de kick, rester sur ce qu'il sait faire et ça n'a pas payé cette fois-ci, quoi. Mais de là à dire que Dolidze est venu avec un gros ajustement qui a fait la différence, je suis incapable de le voir en tout cas. Non, du tout. On va passer au reste de la carte. Ouais, deux éléments. Je pense que au final, de ce combat, ce dont les gens parlent le plus sur Twitter, c'est les high poke. On sent quand même de plus en plus, chaque semaine qui avance, les gens qui se plaignent du fait qu'il continue à avoir beaucoup de high poke et les arbitres sont assez sévères. Pas assez sévères. Et je pense qu'il y a un travail aussi des arbitres avant le high poke, tu vois, d'être capable de repérer les combattants qui sont à risque. À 100%. Et mettre des points de pénalité, même quand il n'y a pas le high poke. Moi, je suis pour mettre une pénalité. Si tu vois le gars qui... Moi, je vois à l'entraînement, il y a des gars, je leur dis directement tes doigts, parce que les gars sont directement avec les doigts devant, ils vont commencer à faire des frappes comme s'ils étaient en shadow de boxe anglaise avec les doigts devant. Ces gars, je ne tourne pas avec. Le risque est très très élevé d'avoir un high poke, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand le risque est élevé, tu dois déjà les mettre, pas juste un avertissement. À un moment, tu mets 2 avertissements euros, même s'il n'y a pas le high poke, au 3e, tu dis, écoute, fini, tiens, prends ton point de pénalité. Ça va vraiment changer. Si vous êtes attentif dans les combats un petit peu au profil qu'ils peuvent avoir des high poke, regardez leur placement de main, regardez comment ils travaillent avec les doigts un peu ouverts. Enfin voilà, hein, Jones, c'est ce qu'il faisait avant que ça devienne, que ce soit un petit peu, comment je pourrais dire ça, à contrôler un peu plus par les arbitres, mais il bossait comme ça, hein, avec les doigts devant, et c'était fait exprès, hein, c'était bien sûr. C'était fait exprès. Il dit non, il est rentré dans mon doigt, tu vois. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il n'y a aucune conséquence. Donc c'est pour ça qu'il est temps de sévir. À cette période-là en particulier, tu vois. Ben, encore aujourd'hui, je trouve que c'est trop lax. Ils sont un peu plus... tu les entends de temps en temps. En fait, maintenant, ils le disent. À l'époque, ils disaient rien. Ils laissaient faire. Maintenant, ils disent main vers le haut ou poing fermé. Ils le disent, mais il n'y a pas de conséquences malgré tout. Il y a un vrai travail qui a été fait de prévention. Mais maintenant, comme tu le dis, il manque ce
petit instant, c'est compliqué hein, quand tu es référé, tu dois être ultra attentif à tout, mais ce petit instant d'être capable de repérer des profils qui vont mettre des hip hooks, qui vont être sur tout ce qui va être end trap. Donc le end trap, il y en a qui vont vraiment devant, la main juste devant, tu sais que là il y a un risque. Alors effectivement, bah, tu auras un petit peu moins quand tu viens sur le côté, quoi. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà, après ça change rien, parce que même si tu donnes un point de pénalité à Dolidze, il gagne le combat. Donc c'est 49-46 fois 3. Donc ça te donne un 48-46, donc il l'emporte quoi qu'il arrive. Mais j'aimerais juste qu'il y ait une décision au niveau des commissions en disant ok, maintenant on est plus sévère. Et je suis sûr qu'après un mois et demi, ben, les combattants qui verront d'autres combats en disant ouf, il a pris le point de pénalité, ou ça va plus vite qu'avant, ben, tu changes ton style, quoi. Ça change rien, oui et non. Hein. La réalité, c'est que tu changes le moindre petit détail peut avoir une importance. Donc, si tu prends un point de pénalité, peut-être qu'il aurait combattu différemment, qu'il aurait été inquiété, qu'il aurait été mis dans une zone d'inconfort parce que c'est pas ce qu'il travaille l'entraînement et ce qu'il aurait dû travailler l'entraînement. Tu vois. Ouais, après, voilà. À l'entraînement, nous, on bosse là-dessus. Moi, je reprends les combattants sur leur manière de tenir parce que je ne veux pas qu'en combat, ils soient sortis de leur combat parce que tu as un arbitre qui leur mette un point de pénalité, qui les reprenne, tu vois, si attention, prochaine fois, je te mets un point. Ah, moi, je vais prendre un point et tu te prends une patate, tu vois. Ouais, bien vu. Donc, je suis d'accord. Faut qu'il y ait un effort qui soit fait là-dessus. Parlons de la suite, et puis on passe à la suite de la carte. On a un call-out de Lidze sur il veut le top 5. Il call-out Whittaker ou Adesanya. Moi, personnellement, je préfère Cannonier. Cannonier, il était un peu sans option. Et donc là, ça aurait deux gars qui sont juste en dehors de ce top. Tu vois, on vient de parler t'as le top de la division, et puis t'as un gap, et puis t'as le reste. Et je trouve que De Lidze et Cannonier sont dans ce gap. Ils sont un peu trop forts pour le reste, et ils sont pas encore assez forts pour le top du top. Et donc voilà, les mettre l'un contre l'autre, tu dis ok, il y en a celui qui gagne, il va avoir son opportunité pour prouver qu'il a tourné le point pour continuer à faire partie du top. Et puis l'autre, on saura comment l'utiliser pour la suite de la carte. Écoute, ouais, ça lui fait un. Non, je trouve ça bien. Très très bien comme match-up. On revient dans une minute pour parler du reste. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. J'ai commencé par moi à poser les deux sujets et puis tu pourras rebondir sur ceux que tu veux mettre toi en avant. Moi, les deux gars qui sortent du lot un peu de la soirée, c'est Kevin Bachejos. Alors, on nous a dit en commentaire que ça se prononçait Bachejos parce qu'il est argentin, donc le V se prononce B et le LL se prononce ch. C'est un peu comme mon nom, tu vois, ça s'écrit CHR, mais ça se prononce D. Et mon S se prononce E, tu vois, ça fait Dieu. Lui, c'est Bachejos. Et alors, le deuxième que je vais mettre en avant, c'est André Lima. Commençons avec l'Argentin. On va commencer par ça. J'ai vu pas mal de comparaisons entre Kevin, ce sera beaucoup plus facile, et Ilia Topuria. Est-ce que c'est justifié? Écoute, oui, je pense. Hein, moi, c'est directement... Enfin, directement, non, peut-être pas abusé, mais c'est un style assez similaire. Hein. Ouais. On a un profil de combattant qui est relativement petit pour la catégorie, très, très compact, qui met une pression lente, qui est capable de cadrer, qui va travailler avec le pic au bout, tu vois, qui va déplacer sa tête et qui va chercher les frappes fortes pour mettre KO. Donc ouais, c'est relativement similaire. Ouais, alors évidemment, c'est un peu tôt pour vraiment faire une comparaison, bien entendu. Ceci étant dit, même quand tu regardes son passage au Dana White Contender Series, réussi. Beaucoup de travail au corps aussi. Il travaille sur les deux niveaux avec son anglaise. On sait que ce genre de style, c'est assez sujet au low kick et j'ai l'impression qu'il en est conscient. Il fait beaucoup de step back. Il retire tu vois, il fait le talon-fesse s'il y a un calf kick qui vient. Donc, on sent qu'il y a déjà une conscience sur... chaque style a ses avantages et ses inconvénients. Et on sent qu'il a déjà une conscience sur les inconvénients de cette posture, de cette façon de se déplacer, d'avoir beaucoup de poids sur cette jambe avant.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, non, il a très très bien bossé, et puis patient. Patient aussi, ça c'est vraiment une qualité, hein, parce qu'on est sur 5 minutes, donc sur 5 minutes, tu as quand même pas mal d'occasions pour pouvoir mettre KO, et c'est ce qu'il a fait, quoi, Ah, il est de beau. manière très efficace. Sur un combattant, moi je m'attendais à un combattant qui serait un peu plus prudent, parce qu'il est quand même sur une longue série, enfin longue. Ah, il a un palmarès qui est assez catastrophique à l'UFC là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Maintenant, ouais, justement, tu vois, t'es face à un gars qui met la pression lentement, mais qui en voit pas beaucoup. Ça donne envie de toi mettre le volume. C'est un peu, ouais, Ah ouais, ça peut être piège, Kevin hein. qui force ça. Hmm. Non, non, c'est sûr, c'est clair que ça peut être piège, ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, là, il se fait connecter sur un bras arrière, c'est ça, je pense que le gars. Ouais. Donc, Kevin, il va glisser, envoyer un 2 au corps, il remonte avec un crochet. Crochet, non, un 2, non, Overhead. directement 2 à la tête. Ouais, il envoie rien. Enfin, il feinte un peu, puis il anticipe, il fait mouvement de tête, il passe en dessous et il y a son overhand qui passe. Ouais, ouais. Et puis, ouais, il a l'œil pour le finish parce qu'il n'y a pas il y a pas de temps de latence. Tu vois, t'as des gars, ils vont toucher et ils ont besoin de voir l'adversaire tomber avant d'aller se rapprocher. Là, t'as vraiment cette impression que au moment où il a touché, il savait qu'il y avait le knockdown et donc il a foncé sans même devoir voir. Et cette fraction de seconde peut faire la différence et ça lui a amené à avoir un TKO immédiat, quoi. Non, non, très bien, très bien. Après, voilà, on va, en tout cas, sur l'aspect du combattant et sur ses compétences, on l'a vu donc perdre la décision au Dana White Contenders contre Jean Silva. Jean Silva, qui est un gros client. Puis après, il revient, il signe un très très beau KO face à un adversaire. Là, on a quand même 2 KO sur des adversaires assez longilignes, relativement grands, Ouais. et qui ont tendance à avoir une mauvaise gestion de l'espace quand même, hein. Il faut l'avouer, et qui sont quand même relativement généreux, parce que le Song Woo Choi, il a quand même pas mal de défaites premier round, hein. Ouais, et au Contender Series, c'était un short notice pour l'adversaire aussi. Ouais, parce qu'il pour devait info, affronter ouais, Luke Riley qui a gagné aussi hier soir au hier Cage soir par Warriors. KO. Ouais, ouais. Ça, c'est un combat que j'aimerais voir dans le futur quand même, hein. Ah ouais, clairement. Je pense que Luke Clairement. Riley va signer à l'UFC, là, par la grande porte, j'espère. Ah, Et franchement, ça se pourrait, hein. Ouais. C'était pour la ceinture, de quoi? Luke Riley? Non, c'était Ah, à ça, domicile juste, combat à domicile. Ok, Et ok. c'est le dernier, je pense, oui, c'était le dernier au Cage Warriors. C'était le dernier de son contrat. Et donc, je sais pas si c'est Graham Boylan derrière Luke Riley en manager, mais j'imagine qu'il y a cette confiance ok, un peu Et le comme champion Paddy des- Pimblett. Je fais mon dernier combat, ou non, c'était Molly McCann, je sais plus. Je fais mon dernier combat à l'UFC à Liverpool. Bah, ici, c'est Manchester en l'occurrence, donc chez moi devant mon public, alors que j'avais déjà l'opportunité de signer à l'UFC, parce que je sais que je vais gagner et je sais que l'UFC va m'ouvrir leur porte juste après. Je crois que je sais plus si c'est Molly McCann ou Paddy Pimblett qui avait fait ça, mais Mais c'est qui le champion des 66 au Cage Warriors actuel? C'est un gars de son club, alors ça veut dire, non? attends, c'est pas Hardwick? Non, Ils les sont- frères Hardwick sont pas tous les deux champions. George Ah, je Hardwick, crois que c'est si, en hein. lightweight. Je crois que si, hein. Les deux frères Hardwick sont champions au Cage Warriors, ça? Ah ouais, Chacun hein. dans sa division? Ah, c'est possible. C'est Mais, Harry Hardwick, le petit frère. Il a On perdu part un ça. peu dans un truc à part, mais les gars, les noms qu'on vous dit, là, Ouais, Hardwick, ben non, Luke t'as Riley, raison. allez voir, hein. Ouais, c'est le champion et il combat contre Javier Garcia. C'est étonnant, hein, qu'il est face à... Ils sont pas du même club, étonnamment. Et ils s'affrontent pas, ils s'évitent bien, quoi. Le Cage Warriors a déjà fait ça, c'est quand ils savent qu'ils ont 2 prospects qui vont potentiellement signer à l'UFC, ils évitent de les croiser parce qu'il y en a un des deux qui perd et ouais, et je serais pas surpris qu'on ait du Graham Boylan dans le management des deux. Des deux, c'est possible. Bref, Mhm. petite digression, mais qui reste intéressante parce que, enfin voilà, hein, sur le Luke Riley contre Kevin, ça aurait été vraiment, vraiment bien. Ça aurait été Là, on une l'aura dinguerie. peut-être un jour à l'UFC, hein. Et on espère, ce serait beau. Et franchement, là, je regardais la suite pour Bacheros. J'espère qu'on va le construire tranquillement, mais tu vois, si l'UFC s'en Voilà. fout un peu de le mettre contre des prospects, tu vois, t'as des Dulgarian, t'as des José Delgado, que j'avais beaucoup aimé plus tôt cette année. Donc on pourrait faire prospect contre prospect ici.
Mais je préfère voir un Bacheros qui monte et puis qui prendra d'autres prospects plus tard. Je pense qu'ils vont le faire monter tranquillement, vu l'adversaire qu'ils lui ont donné hier soir. Ouais. C'était le plus gros favori de la soirée, non? Deuxième. Ah oui. Deuxième. Le plus gros underdog. Quoique. Ouais, non, je pense. Le plus gros underdog, je crois que c'est Carlos Vera, et on peut en parler. Carlos Vera, on peut en parler maintenant. C'était pas mon deuxième highlight de la soirée, mais. Ah ouais, mais j'ai pas vu les codes de celui-là, moi. Est-ce que c'était c'était en prelims. Ah oui, c'était donc Kevin était le plus gros favori de la carte principale. Ok. Mais sur toute la carte, c'était Carlos Vera le plus gros underdog et parlons-en maintenant. C'est le plein de Ryan Hall. On sent l'influence quand même. De Ryan Hall. Ah bah c'est comment il s'appelle ils sont deux potes là. Il y a Ryan Hall pour le sol et puis il y a le gars qui a fait The Ultimate Fighter qui était dans le coin aussi. Lee. Non, c'est pas quelque chose comme ça. Lee quelque chose. L-E-E. Chrissy. Non. Écoute, moi j'étais intéressé par le Musasa, hein, je vous l'avais dit, hein, j'avais envie de voir un petit peu ce que donnait le MMA congolais comme premier athlète formé, etc. Il fait un très très beau premier round, je trouve. Il se déplace très très bien, franchement super propre, beau gaucher, bonne technique. Et alors, Vera, pour moi, effectivement, ça l'est pas. Et puis alors, il y a un coup, franchement. Vera se prend un low kick jambe intérieure, magnifique. Sa jambe part en arrière, et là, il utilise le fait de s'être fait kicker cette jambe pour envoyer un spinning wheel kick qui touche au niveau du cou, magnifique. Là, je me suis arrêté, j'ai fait, attends, attends, on s'est peut-être trompé de personne à qui regarder, tu vois. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, il envoie ce finish. À la Wonderboy Thompson, hein, le kick qui traîne comme ça derrière. Ouais, donc nous on l'appelle double step high kick. Donc t'envoies ton bras arrière, peu importe le bras arrière, et puis ton corps bouge pas, mais tu décales que tes jambes, tu fais 2 petits pas avec tes jambes et tu envoies le high kick sur le côté. Magnifique. Tu le vois pas venir, hein, du coup, parce qu'en fait ton regard suit un peu ton adversaire. Ouais. Tu viens d'éviter un direct et bon, tu dédoubles le même côté. Hein, le cross high kick, on en parle assez souvent sur comme Steven Thompson, tout à fait. Ici, c'est pas un cross high kick avec le même rythme que celui de Leon Edwards. Il y a, comme tu dis, il y a un double step avant d'envoyer le high kick, mais ça fonctionne très très bien parce que tu suis du regard et tu prends quelque chose, tu comprends pas. Et franchement impressionnant. Et la prise de dos au sol, efficace. C'est pareil, la transition est magnifique. Il arrive avec une sorte de crochet qui glisse et puis directement sur l'étranglement arrière qui ferme. Rien à dire, superbe. Superbe. Et alors, pour information, ce gars-là, alors je pense pas que ce soit un prospect ni quoi que ce soit, hein, mais en tout cas sur ce genre de technique superbe, c'est un mec qui vient du taekwondo et de la capoeira. Et qui a fait sa transition en MMA à 23 ans. Ok. Premier combat pro à 27 ans, tu vois. Inspirant. Et il s'entraîne chez 50-50, effectivement, donc apparemment il a un bon sol. En tout cas, il a confiance en son sol, parce qu'il a fait 2 fois le petit... je me mets sur mon dos et j'attends. Tu vois. Ouais, exactement. À la Ryan Hall. Et c'est vrai que Ryan Hall, il a quand même des kicks relativement intéressants, mais c'est son partenaire, je me rappelle plus son nom, mais il était dans le coin. Mais ici, je suis sur Tapologie et je vois pas... Donc, dans le staff de 50-50, il y a Ryan Hall, Jen Hall, Adam Benayoun, Kenny Savercool, je ne sais pas le nom, Carlos Vera. Il est coach pied-point de sa propre équipe. Carlos Vera, il est coach pied-point. Et il y a David Terrao. Non, mais je pense que c'est... Et par contre, dans les combattants, je vois pas quelqu'un avec Lee non plus. Je retrouverai son nom, je vous le mettrai en commentaire peut-être, ou mettez-le, vous allez Ouais, il y a bien quelqu'un qui pourra nous... Volny, non, c'est pas ça? Ah non. Non, Vaughan Lee. Non, c'est pas ça. Ah non, ça c'est un... c'est un vieux de la vieille, ça. Ouais. Je me rappelle vraiment. En tout cas, voilà, moi personnellement, c'était le combat où je m'attendais pas. Enfin voilà, j'étais vraiment surpris. C'est un gros upset. Comme tu disais, sur les codes de Paris, sur la tournure du combat, le début du combat, je vous avoue que je me disais c'est bon, ça a bien passé, c'est un bon combat pour commencer à l'UFC.
Et puis alors, première technique qui passe, ça m'arrête. Et là, je me dis, oulala, c'est qui ce type-là? Et alors la deuxième, franchement, Ouais, super. Moi, j'ai ouais, kiffé. franchement, très, 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 très beau. Ouais, difficile pour Miyazaki, mais je pense qu'il va se reconstruire. Oui, Alors, sur le site de Carlos Vera, tu l'as dit, c'est pas spécialement, je le vois pas non plus comme un gros prospect. Par contre, ce qui manquait clairement à Ryan Hall dans sa carrière, c'était de la lutte offensive. Et donc, j'aimerais voir un Carlos Vera qui bosse, enfin, ce genre de profil qui bosse un peu la lutte offensive, et ça pourrait devenir assez intéressant quand même. je pense que ça va être un gars qui va surtout rester, enfin, pour être honnête, hein, dans des Fight Night, Ouais. et qui va servir un petit peu à l'entrée de l'UFC, tu vois, de test pour les combattants qui débarquent. Mhm. En tout cas, parce qu'il a déjà, je pense qu'il a 37 ans. Euh, je Ouais, pense c'est ça. que voilà. L'UFC voudra pas le construire vers le haut, mais offrir des shows de Ouais, combat ça avec ce m'étonnerait. profil. Il a déjà quelques défaites en plus à l'UFC. Ça m'étonnerait, tu vois. Mais bon, ça pourrait être sur les UFC Fight Night des bonnes surprises, mais je pense qu'il passera pas à tous les coups. Mais voilà. Ouais, ouais, exactement. Alors, l'autre profil dont moi je voulais vraiment parler, c'est André Lima. J'ai trouvé vraiment la prestation très belle. Il a blindé attaqué sur les 3 niveaux. Il a fait mal sur les 3 niveaux. Je crois que demain ou aujourd'hui, Barrez, il va pas spécialement kiffer sa journée. Il fera passer dur pour un lightweight. C'est couplé à du volume en plus. Les Flyweight. coudes, flyweight, j'ai dit ça? Light. J'ai dit, pardon, il y a mon qui est pas passé. Pour un flyweight, c'est couplé à du volume. Je trouve que les coudes sont plutôt pas mal, tu vois, quand il vient chercher les 2 bras et puis qu'il essaie de passer le coude derrière. Il a montré un beau grappling assez efficace. Il a 11-0, première victoire par soumission dans sa carrière. Il en a 5 par KO dans sa carrière. Il a 4-0 à l'UFC. Ouais, pour moi, c'est un prospect. Ah oui, clairement, hein. Daniel Barrez, c'est pas. C'est un bon test, hein. Ouais, on l'avait Mais dit. chez les Il flyweight, nous avait bien plu à l'UFC Paris 3. Ouais, pour le passer, entre guillemets, aussi facilement, Ouais. on a une catégorie qui est, enfin, où il y a, enfin voilà, il y a du niveau, mais pour le passer aussi facilement, je pense qu'il va monter très très rapidement les échelons. Pour moi, là, il est rentré. Enfin, t'es à 4-0 en flyweight. On en parlera aussi de Cortés Acosta. Voilà, quand t'es à 4-0 en flyweight, tu dois être top 15 UFC ou vraiment aux portes du top 15 UFC. Oh, clairement. Donc, un nom à suivre. Vraiment, ça m'a bien plu cette performance. Il a un style un peu Muay Thai, donc un peu plus ancré dans le sol. Ce qui est intéressant dans une division flyweight qui est plutôt connue pour bouger vite, l'agilité et le déplacement. Ça va être intéressant de voir comment il va faire ça. S'il y a vraiment une critique à faire, c'est peut-être le cadrage qui a pas l'air au top. Il n'en a pas eu besoin contre Barrez, mais tu vois qu'il suit, tu vois, il met la pression en suivant, il cadre pas spécialement. Mais voilà, contre Barrez, c'était pas nécessaire de faire plus, ça a bien fonctionné comme ça. À voir face à quelqu'un qui a des déplacements latéraux un peu plus intéressants. Et je crois que ça va être son ex-amélioration pour son prochain combat, que j'ai très hâte de voir. Honnêtement, j'espère le revoir bientôt, parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'il peut faire une belle ascension là, chez les flyweight, même si on parle pas assez de cette division, parce que l'UFC ne met pas de marketing, mais top 15 flyweight, c'est du solide hein, maintenant. C'est vraiment du solide. C'est qui le 15? Charles Johnson est 15, Kei Asakura est 14, Temirov est 13. Bah, la division est solide. La division est très solide. Ouais, Ok. mais si tu veux faire une transition sur, garde un peu Muay Thai, on peut parler de Joe Kwani, Ouais, Joe Kwani. entre guillemets, hein, la position Muay Thai. Franchement, moi j'ai vraiment bien kiffé ce combat-là. On a un Joe Kwani qui arrive, qui bosse très très proprement, qui utilise très bien son allonge, variété des kicks, des feintes. Franchement, c'est un vrai petit régal, tu vois. Il va en low kick, middle, front, feinte, plein de mouvements. Et puis alors, une saisie au clinch, 2 genoux, terminé. C'était assez magnifique. Moi, j'ai bien aimé. C'était très très propre. Rien à dire. Voilà, ça fait plaisir comme. Je pense que c'est dans son dernier combat contre. Bon, après Jared Gooden, c'est celui qui a fait le pire shadow dans le vestiaire de l'histoire de l'UFC. Mais je crois que c'est dans ce combat-là où il fait une démonstration au clinch, quoi. Donc pour ceux qui aiment bien un peu le clinch en MMA, allez voir donc maintenant l'avant-dernier combat de Chidi Njokuani. C'était très propre pour apprendre sur comment travailler au clinch en MMA style striking, donc pas clinch pour lutter, clinch pour frapper, pour envoyer des coudes et des genoux. C'était un peu masterclass à ce niveau-là.
Non, c'est bien. Là, ça lui fait 3 victoires d'affilée. Mhm. Et bon, apparemment, il fait partie de ceux qui ont foiré la pesée. Hein. Ouais, il y en a 3 qui ont foiré. Ouais. À 1 kilo quand même. Hein. Il est grand, hein. Ce serait pas ces genres de profil. Il a quel âge? Ce serait pas étonnant de le voir 36 ans. Ouais, peut-être qu'il finira en middleweight. En tout cas, s'il a regardé le main event, ça l'a peut-être inspiré à monter, tu vois. Comme on voit pas mal de light heavyweight qui se disent, oh tiens, le niveau en poids lourd, c'est pas ouf, et il monte en poids lourd. D'ailleurs, on va parler de Ryan Spann qui a fait ça. Mais voilà, c'est pas impossible qu'on voit Chidi monter pour sa fin de carrière chez les middleweight. En tout cas, ça resterait un grand middleweight. Hein. Ouais, clairement. En tout cas, c'était vraiment pas mal, sympa et propre. Ok, buvons un petit coup et on finit avec le reste de la soirée. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oco Europe. Oco produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oco traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oco Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Alors, 2 Kimura le même soir et 2 combats d'affilée en plus. Blackshear l'obtient sur un crucifix et un crucifix avec un contrôle du bras sous le tibia plutôt qu'entre les jambes. Un petit détail que j'ai bien aimé. Alors, Blackshear, que je me rappelle, parce qu'il a cherché longtemps. Hein. Il a cherché longtemps. À un moment, puis il la lâche, et puis il va prendre le crucifix. Mais tu vois, le crucifix classique, c'est t'as le bras entre les jambes de l'adversaire. Et là, au lieu de l'avoir entre les jambes, il va placer son tibia de la jambe au nord par-dessus le bras de Gibson. Et je trouve ça plus intéressant. Ça t'offre un meilleur contrôle et moins de sorties possibles pour le crucifix. Je me rappelle plus exactement de la position. Moi, je me rappelle de la tournure du combat. Gibson qui démarre relativement bien et qui démarre fort, tu vois. Très belle, très bon premier round. Le premier round intéressant, mais clairement dans la première minute, je me suis dit le mec, il va se cramer. Tu vois, le gars, quand tu vois un mec qui était vraiment bien tracé, tu vois, très très peu de masse graisseuse, ça peut être impressionnant dans la première minute, mais tu sais que ça va pas tenir, quoi. Et effectivement, deuxième round. Ça descend. Blackshear qui commence à mettre de la pression. Et puis alors ce switch, cet arm drag, tu vois, il est au sol. Il tire l'arm drag, il prend la position. C'était assez magnifique. Ouais, trop beau. Je trouve magnifique. Ouais. Je pense que on peut parler de son contrôle en side. Donc ça, c'était très très bon le contrôle en side. Parce que la side, elle est pas facile à garder hein, en MMA. C'est une position où vous n'avez pas réellement de contrôle sur un membre, ni sur une jambe, ni quoi que ce soit. Et il a bien travaillé. Il a été très patient sur la Kimura jusqu'à se placer en nord-sud, tu vois, et puis finaliser. Moi, je trouvais ça très très bon de sa part. En tout cas pour Blackshear, une belle victoire. Ouais. Et ses coudes aussi, on peut en parler. Tu vois, les coudes de la side, c'est pas quelque chose qui sort souvent. Et au lieu de venir chercher le coude vraiment vers la tête, il cherchait des coudes. Je pense qu'il cherchait. Ça laisse moins d'espace, tu vois. Donc c'était soit de cuisse, soit de corps, soit tête. Et Gibson avait vraiment du mal à savoir comment positionner ses mains. C'est comme ça, à un moment, qu'il va plonger sa main côté corps. Côté opposé du corps, donc côté tête, et qui offre la première tentative de Kimura. Ouais, non, c'était un bon boulot. Des coudes qui étaient là uniquement vraiment pour couper, parce qu'il y avait une petite ouverture chez Cody. Donc, ça aussi, hein, sur la question de l'ouverture, des saignements, ça reste toujours un chemin potentiel de victoire, tu vois. Une belle performance. Moi, je trouvais ça pas mal. Après, une petite inquiétude sur Blackshear au premier round, tu vois, qui se met en high guard, qui se fait un peu enfermer. Je me demande s'il se fait pas légèrement toucher à un moment donné. J'ai l'impression. Mais bon, il ouvre beaucoup le corps et tout, et oui, un petit. Moi, je suis pas un grand fan de la garde haute, surtout en début de combat comme ça. Oui.
Donc voilà, ça c'est des petits trucs qu'il devra peut-être corriger, mais en tout cas pour la suite, sympa comme combat, ouais. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Deuxième Kimura, c'est Ribeiro. Alors, je veux pas retirer un quelconque crédit, mais j'ai l'impression que ici c'est plus Nurgozej qui la défend très mal. Ça part de la demi, il Ça me attrape pas rassure. l'intérieur de sa cuisse, il y va force pour force. Je sais pas trop. Enfin, voilà. La Kimura est belle. Il retourne. Enfin, tu vois, il sort sa jambe de la demi pour aller prendre, pour se mettre lui-même en side, retourner pour la finaliser. À ce niveau-là, techniquement, intellectuellement, c'est bien joué. Mais j'ai quand même l'impression que Nurgozej ne propose pas de système défensif, quoi. Ouais, franchement, obtenir une Kimura en dessous, en demi-garde, faut y aller. Effectivement, faut que l'adversaire ait fait quelques petites erreurs. Et je pense qu'une des erreurs principales, peut-être, c'est dès le départ où il a un peu sous-estimé la dangerosité de la clé. Mais voilà, hein, Ribeiro, il y a cru, il a bossé, il a réussi à prendre le renversement, finaliser. C'était beau, il y avait franchement. Et alors Ribeiro, moi ce que j'ai bien aimé avant ce passage-là, on était sur, si je me rappelle, sur la garde ouverte. Il est droitier, lui était droitier, Ouais. et il touche avec un bras arrière sur un petit décalage. Donc il envoie 1-2, l'adversaire veut envoyer 2, il fait un petit pas en arrière. Et ça, Ouais. il se retrouve anti-position, une belle droite, je crois qu'il prend un knockdown comme ça. Ouais, il y a Ça un aussi, knockdown. c'était un joli petit passage de boxe en garde opposée, quoi. Un classique, hein, mais quand ça passe, c'est toujours assez magnifique. Ouais, voilà, donc Voilà. t'as un Ribeiro qui a fait un bon taf debout et qui va chercher une soumission. Alors voilà, comme on l'a dit, on va pas enlever du crédit pour autant à sa soumission, c'est lui qui va la chercher, et Oui. il y croit et il travaille pour l'obtenir, elle est belle, le renversement est beau pour aller finaliser après en top position. Mhm. Il y a clairement des erreurs du côté de Nurgozej. Je serais pas surpris que l'UFC le fasse sauter, il rate sa pesée de 5 pounds. Il donne l'impression d'être venu un peu sans préparation, comme ça, moi, il m'a pas vendu du rêve. Alors, j'ai pas le contexte, hein, il a peut-être ses raisons, mais ouais, c'est le genre de truc où je serais pas surpris que l'UFC prenne cette décision, honnêtement. Ah, c'est possible. Je savais pas que c'était lui qui avait raté autant. J'ai entendu parler de la pesée complètement Ouais, c'est foirée, lui. mais 5 pounds, mec. Ah ouais, Pour quand tes même, débuts UFC. Et j'ai Ouais. pas l'impression que ce soit un short notice, donc encore une fois, on n'a pas le contexte, hein. Il y a peut-être une raison ni quoi que ce soit, on va pas juger sans savoir, mais de l'extérieur, comme ça, il rate beaucoup, il fait pas une grosse prestation, il se fait soumettre, c'est ses débuts à l'UFC. Voilà, l'UFC peut être sévère à certains moments, d'autant plus qu'on a vu, hein, le roster de l'UFC qui est énormissime. L'UFC qui se veut élitiste, il y a eu pas mal de vagues d'arrêts de contrat récemment. Peut-être que ça va continuer et qu'il en fera partie. On verra. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu veux parler? Oui, Cortés Acosta, on doit en parler. Le mec est à Oui. 7-1 à l'UFC, chez les lourds. Il avait un 12 à côté de son nom. Bon, il prend Ryan Spann qui montait en poids lourd. Très beau finish. Franchement, le crochet est propre. Le suivi au sol est propre. Comme tu l'as dit en preview, chez les poids lourds, tu as un mec qui est à 7-1 à l'UFC maintenant, automatiquement, bah, on doit le considérer comme un prospect, un 109, ce genre de choses. Ouais, et en fait, il a fait un seul. Attends, que je dise pas de bêtises. Il a fait 2 combats, ses 2 premiers combats en organisation régionale, entre guillemets. Et sinon, il est passé directement Bellator, LFA, Contenders, UFC, quoi. C'est ça, Ouais. hein, son parcours. Ah ouais, sacré Ah ouais, parcours. c'est pas un 10-1 construit, entre guillemets. Non, il est Un arrivé. 13-1 construit, quoi. Ouais, pas du tout. Ouais. Pas Écoute, du moi, tout, du je tout. trouve relativement bien. J'aime bien comment il boxe. Bah, grosse Euh, expérience en boxe anglaise, hein. Ah ouais, Enfin, avec ses... grosse expérience pour un combattant de MMA Mm. en boxe anglaise. Alors bon, c'est clair que ça peut être un petit peu inquiétant parce qu'il a beaucoup répété la défense, tu vois, avec le shoulder roll, se placer et tout. Et puis avec un Ryan Spann qui laisse faire, entre guillemets. Il cherche même pas à envoyer, je sais pas, un high kick gauche, tu vois. Et puis bon, bah, c'était un peu téléphoné la recherche du check hook et du contre, mais il trouve son ouverture, il tape vraiment fort. Ouais. Et puis bah, il est patient, il construit derrière un jab. Et voilà, hein, ça, les amis, sur des catégories chez les poids lourds, c'est des choses qu'il faut noter, quoi. C'est des choses qu'il faut noter et qui expliquent aussi pourquoi il est déjà pourquoi il est à 13-1. Il n'est pas à 13-1 dans des organisations
Donc, Ouais, et puis de toute façon, voilà, t'as un 7-1 à l'UFC, ça parle déjà. Alors, il n'a pas affronté la crème de la crème à l'UFC, mais ça reste, voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un œil sur lui. Je sais pas quel âge il a, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir un œil sur lui. Il sait bosser, il sait construire ses combats, il sait construire ses finishes. Il avait battu Robles d'Espagne, je me rappelle même plus de ce combat-là. Bon, il a lutté, tu vois. Après, voilà, il y a cet esprit stratégique parce que Acosta, je vais le considérer comme un boxeur MMA chez les poids lourds. Et quand il faut, il va utiliser sa lutte. C'était pas du tout un combat incroyable, mais il y a l'approche stratégique pour aller gagner une victoire contre un mec très dangereux. Et c'est le premier à avoir battu Robles d'Espagne. Donc, il a montré le blueprint. Et en fait, il a mis un terme à la carrière MMA de Robles d'Espagne, on va dire ça comme ça. Hein. Il est le premier à montrer le chemin vers la victoire. Le suivant le fait aussi. Il saute de l'UFC. Maintenant, il excelle au karaté combat d'Espagne, mais... Ouais. Donc, à suivre. Non, à suivre. Ouais. Il y a de l'intelligence, il y a de la stratégie. 33 ans, comme ça, Quel âge son âge. 33 ans, donc pour un poids lourd. Poids lourd, nickel. D'accord. Intelligence, stratégie, capable de construire, ça, il va falloir suivre. Ouais. Écoute, la soirée avait super bien commencé. On va quand même noter uppercut de Cachoeira, il est violent. Le KO, ça fait dodo. Et puis le premier combat high kick de Judis. Voilà, l'adversaire, on en avait parlé, elle avait construit son 5-0 sur un ensemble de 0-0. Elle avait créé la grande surprise au Contender Series. Elle se retrouve à l'UFC. Et je pense pas qu'elle ait le niveau UFC sans vouloir manquer de respect. Le style de Judis, c'est intéressant. J'ai bien aimé une gauchère qui bosse bien en garde ouverte, petite strikeuse qui sait gérer sa taille aussi, qui est assez grande pour la division. Donc, je vais pas mettre ça comme une future top 5 de la division, mais je crois que ses prochains combats, si on la met contre des strikeuses, ça peut donner quelque chose d'assez fun. Et voilà, je crois que si Manon Fiorot cherche une partenaire d'entraînement, je pense que Judis fait partie des nanas qui pourraient... pas imiter avec le même niveau Valentina, mais c'est une gauchère avec un bon high kick, avec un bon striking, donc ça peut être des options de partenaire d'entraînement dans sa prépa. Cool. Rien d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour. Skippé un ou deux combats qui justement passaient un peu sous les radars par rapport à la qualité. Il y a eu Hernandez Olobo, mais bon, franchement... Ouais. C'est encore une fois engagé, entre deux gars, on connaît leurs limites. Voilà, Hernandez qui trouve un chemin de victoire avec de la lutte, et puis voilà, qui l'emporte comme ça, rien de particulier, quoi. Ouais. Brian, merci. Les amis, merci à vous. Bon dimanche à tous. On se retrouve pour une semaine assez chargée, là, l'UFC Londres, donc ça va être ça cool. marche. Ciao. Allez, ciao, bon week-end tout le monde.